Alors moi, je suis pas du tout une professionnelle de l'intervention. C'est pas mon truc. Moi, je suis plutôt en version petit comité à animer, plutôt qu'à donner, ce genre de d'intervention-là. Donc je vais essayer de faire de mon mieux. Je vous préviens d'emblée d'une chose, je sais que je parle vite. Alors ce que je vous suggère, c'est que si à un moment vous perdez le fil, n'attendez pas la fin pour me le dire, faites signe. Voilà, je le pose d'emblée comme ça, au moins je me sens à l'aise. Maintenant c'est vous qui savez, vous responsabiliser pour qu'on fasse ensemble un moment peut-être un peu interactif. Donc moi je suis Nathalie, je suis une collègue de Lydie, je travaille aussi à La Graine. À La Graine, elle a dû vous présenter rapidement tout à l'heure, j'étais pas encore arrivée, mais à La Graine, on est un collectif qui travaillons pour, cultiver le changement et pour prendre soin des humains et des écosystèmes. Et dans cette phrase, il y a le mot humain. Alors on a parlé beaucoup des projets, on a parlé beaucoup de décarbonation, on a parlé beaucoup d'économie circulaire, de plein de choses, et moi je vais vous parler plutôt d'une partie humaine. Il y a une bonne raison à ce que je sois sensible à ça, c'est qu'avant de travailler à La Graine, mon métier initial, c'était d'être médecin. Vous verrez que ça a une importance parce que, l'humain, quelque part pour moi, sous toutes ses formes et même sous la forme du projet qu'on a aujourd'hui, je cherche toujours à en prendre soin quand je cherche à prendre soin de son habitat. S'il y a plus de planète, habitable dans 50 ans, la santé des humains, finalement, ce sera une autre paire de manches. Alors pour ça, le projet de La Graine a tout son sens. Néanmoins, quand on travaille sur les projets de transformation, eh bien cette question de l'humain, elle redevient toujours centrale, et donc c'est l'objectif de vous partager un petit peu ce qui nous anime et ce qui fait un peu une de nos facettes de nos interventions, qui est cette prise en compte du facteur humain dans les projets de transformation. Ça va pour l'intro? Pourquoi est-ce qu'on parle de ça aujourd'hui? Alors, première question. Je vous montre ici 3 photos. Kodak, années 90, l'ouragan Katrina en 2005 et Deepwater Horizon en 2010. Petite question, quel est le point commun? Ou les points communs, peut-être que vous en verrez d'autres. Adaptation, savoir s'adapter. Il y a des choses qu'on n'a pas vu arriver. Des choses qu'on n'a pas vu arriver, ouais. Vous voyez pas trop le point commun. Moi, celui que j'ai trouvé, c'était que il y a eu des phénomènes de cascade, des conséquences assez importantes avec un bilan qui est quand même extrêmement lourd au final. Si on prend Kodak, les années 90, c'est le virage des appareils photo numériques. Kodak s'accroche aux pellicules photo, décide que, malgré le fait que l'invention première de l'appareil photo numérique soit par un ingénieur de chez Kodak, ne croit pas à ce marché, résiste à la transformation et s'effondre. Passe de 64 000 employés à 8 500. Il frôle la faillite, il redresse la barre in extremis, il se sauve, mais quand même un sacré dégât. Deepwater Horizon, plateforme pétrolière, erreur humaine, mauvaise coordination. Au final, une explosion majeure, une marée noire, une des plus grandes de l'humanité, de l'histoire de l'humanité. Des gros dégâts. Katrina, une zone connue pour sa vulnérabilité, des autorités averties, et pourtant, un manque de coordination complète entre la réponse nationale, fédérale et locale, une coordination catastrophique, 1800 morts. Donc au final, un des points communs de tout ça, c'est cette question du facteur humain. Pas si simple, hein. Devant des phénomènes qu'on voit arriver ou qu'on ne voit pas arriver, comment est-ce qu'on répond? Comment est-ce qu'on fait en tant qu'humain dans ces mécaniques-là pour s'en sortir quand même? Facteur humain, ça veut dire du coup plein de choses. Vous êtes prêts? Tout ça. Rassurez-vous, je vais pas traiter le sujet dans son ensemble. Je vais vous parler de ce qui nous intéresse, nous, à La Graine. Dans ce schéma, il y a plein d'entités. En fait, c'est une sorte d'organigramme qui présente la manière dont on peut représenter le sujet du facteur humain sous plein d'entités. En fait, les sujets qui nous intéressent à nous, que nous travaillons en tout cas dans nos interventions sur les sujets de transformation, environnementale à La Graine, ça va être tout ce qui va être autour de la psychologie, cognition, émotion, comportement, et dans le cadre des enjeux et des défis, la résistance au changement, la relation à l'autre, la coopération. Ces éléments-là du facteur humain sont ceux sur lesquels on va essayer de rajouter un peu d'huile dans les rouages pour éviter que ça grippe trop à la fin. C'est déjà pas mal. En fait, c'est déjà un petit programme en soi. Alors, dans les projets de transformation, si on parle de cela, on l'a vu par exemple pour Kodak, c'est pas si simple que ça. La résistance au changement.
C'est naturel. Je pense que vous connaissez bien ce sujet. Un changement arrive, allons-nous y aller? J'y vais pas? Quand même, ça chatouille un petit peu. Et pourtant, si on demande comme ça là, qui est-ce qui veut que ça change? La société, hein? La gestion de l'environnement, qui est-ce qui veut que ça change? A priori, en général, tout le monde est assez motivé à répondre. Enfin, si on vous demande qu'est-ce qui veut changer? Qu'est-ce qui veut se changer soi? Ah, ça grippe un petit peu plus. Ce qui est encore plus compliqué, c'est qu'est-ce qui veut mener le changement? Alors là, alors j'ai de la chance, je pense que j'ai en face de moi aujourd'hui des gens qui sont plutôt partants pour mener le changement, qui n'auraient pas quitté la salle si on avait posé la question. Des gens qui ont peut-être eu l'expérience de tenter le changement. Même tenter, peut-être même réussir. Heureusement, on l'a bien vu tout à l'heure dans plein de projets, très souvent ça marche. C'est rassurant, quand même. Néanmoins, tous les changements ne marchent pas et parfois on se dit que c'est peut-être simplement parce qu'on n'a pas donné les bonnes informations au départ. On l'a dit au début tout à l'heure, il faut quand même donner les constats. Il faut bien expliquer le problème. Quand on explique bien le problème, peut-être que ça va marcher. Ouais, je vois des mous dubitatifs. Qui est-ce qui pense que expliquer, bien expliquer, ça suffit? Merci. Heureusement, vous n'en êtes pas là. Évidemment, ça ne marche pas. Sinon, je suppose qu'il y aurait quand même beaucoup moins de fumeurs. Je peux imaginer qu'en général, avec le nombre d'informations qu'il y a sur les paquets de tabac, je crois que tout le monde a compris, ça diminue de 5 à 10 à peu près. Depuis qu'il y a les informations, on a diminué de 5 à 10 la consommation de tabac. Donc c'est pas glorieux. Ça suffit visiblement, il manque quelques éléments pour qu'on arrive vraiment bien à passer de la tête à l'action. Alors il manque quoi? Oups là. Il manque quoi? Parce que finalement, dans les projets de transformation, on donne le cap, on explique bien. On a des beaux plans d'action avec des experts incroyables qui les ont émis, qui les ont montés. Ils sont magnifiques, ils répondent à tous les enjeux. Et pourtant, pchit, on ouvre la bouteille et ça s'évapore. Où sont les pièges entre un plan d'action et sa mise en œuvre? Est-ce que vous avez des idées? À quoi il faut être vigilant? Comme ça, si vous savez tout, l'avantage, c'est que la conférence est finie. Des idées comme ça. Motivation et engagement, ouais. Les aspirations de chacun. Le bénéfice pour chacun, je ne sais pas qui a parlé. Oui, le bénéfice pour chacun, tout à fait. Ah, la courbe du deuil, le temps, très bien. La gouvernance, et quand vous dites ça, vous pensez? Toute la comitologie autour d'un plan d'action pour suivre, pour définir des stratégies, pour évaluer, etc. Ok, tout ce qui va autour de l'organisation et de la répartition des tâches. Ok, l'évaluation. D'autres idées? Si on se centre autour du facteur humain. Ce que je vous propose, c'est qu'on va faire un petit voyage dans le temps pour aller regarder un projet de changement qui a marché. Alors désolé, j'ai pas trouvé le port de Saint-Nazaire, j'ai pris un autre port. Le reconnaissez-vous? La Rochelle, bien vu, 1976. Bienvenue à La Rochelle en 76. Qu'est-ce qui s'est passé en 76 à La Rochelle? Plein de choses, mais été 1976, 14 juillet, je crois. 12 juillet. Une innovation humaine. Je vous ai retrouvé les archives de l'INA. Je ne vais pas vous passer la vidéo, mais n'hésitez pas à la regarder, c'est comme toujours savoureux. J'ai retrouvé aussi le prospectus qui allait avec. Opération vélo, c'est la mise en service des vélos jaunes, les premiers vélos libre-service en France. La municipalité en 76, le maire Michel Crépeau et son équipe décident de se dire que le centre-ville serait quand même beaucoup plus agréable s'il était sans voiture et qu'en termes de pollution et de pollution sonore, on y gagnerait beaucoup. Ce sont les arguments qu'on entend dans la vidéo. Les visionnaires. En effet, 72, on avait déjà entendu parler suffisamment de sujets pour qu'ils se disent, tiens, il faudrait commencer à mettre des modes de transport alternatifs. Il propose ça, il met des vélos en libre service dans la ville, il appelle à la citoyenneté. Et il se dit, si on a des citoyens, ça va marcher. Des gens qui prennent soin du matériel. Eh bien, figurez-vous que 50 ans plus tard, un peu moins, les yellow, donc les vélos jaunes sont devenus les yellow, existent encore et sont parfaitement en état de marche, etc. Puis, je pense que vous en connaissez d'autres, des modèles similaires dans plein d'autres villes à Saint-Nazaire comme ailleurs. Donc ça a marché. Il a mis en place quelque chose de très atypique, très novateur et ça a marché. Alors je vous propose, on va refaire un petit trajet en regardant qu'est-ce qui fait que ça a marché.
à quoi il a bien pensé ou comment est-ce que le projet a été mené dans sa durée pour que ça fonctionne. À quelle clé ne s'est-il pas heurté? La première, on en a parlé, c'est le sens. Pourquoi? Pourquoi? Ça, dès la vidéo de 1976, on s'en rend compte. Il a donné les raisons, les motivations. La clarté de ce projet était, bon, c'était assez évident. Autant la citoyenneté que le côté libérer le centre-ville des voitures. Si vous vous remémorez comme ça, l'aspect des villes il y a 50 ans, prenez toutes les places urbaines centrales qui étaient remplies de voitures. Et aujourd'hui, donc il était visionnaire parce qu'à l'époque, c'était pas comme ça. C'était normal d'avoir des voitures partout. Mais il a quand même expliqué que ce serait plus joli ces bâtiments, que ça serait plus agréable, etc. Bref, il a convaincu, il a donné du sens à tout ça. Ça, c'est un premier élément, parce que si un événement nous paraît anormal, bizarre, on va pas y aller. Donc il va falloir qu'on trouve du sens à ce que quelque chose soit différent. Notre cerveau est fait pour qu'on se méfie de la nouveauté. Nouveauté, dans un cerveau archaïque, un cerveau reptilien qui est en fait le plus rapide qu'on ait, qui fonctionne dans notre tête, nouveauté égale danger. Donc si j'ai pas de sens, si je ne comprends pas cette nouveauté, jamais j'irai. Il a expliqué, très bien, c'est tout à fait motivant, et il a eu là-dessus un discours mobilisateur. On voit les affiches, on voit, il y a quelque chose qui embarque, quoi. Donc, donner du sens et embarquer. Les fresques du climat dont on parlait tout à l'heure, Thibaut, ça, c'est donner du sens. Et faire ça à toute l'entreprise, ça, c'est embarquer, c'est mobiliser. Ça embarque quelque chose. Deuxième chose, ce gilet jaune là ou orange, c'est le petit témoin du sujet de la sécurité. Si on imagine, vous vous rappelez, je vous la remets. Vous voyez les vélos là, en fait, sur la vidéo, on voit il y a plein de voitures autour. Donc, vélo, voiture, petit danger. Et bien, au fur et à mesure du temps, la ville s'est dotée de 350 km de couloirs cyclistes. Donc, mise en sécurité, entretien du matériel, bref, finalement, si cet objet n'est pas dangereux, je peux m'en servir, ça me paraît possible. Si ça n'avait pas été fait, ça n'aurait pas marché. Pas de piste cyclable, d'abord des beaux vélos tout neufs avec un beau discours mobilisateur, il n'y aurait pas d'usagers. Donc, la mise en sécurité, c'est extrêmement important. Pareil, danger, j'y vais pas. Troisième élément, vous l'avez nommé tout à l'heure, le temps. Ça ne s'est pas fait en un jour. Entre les premiers vélos et leur usage vraiment démultiplié, il a fallu beaucoup de temps et il a fallu autre chose aussi. Il a fallu de la répétition. La répétition, c'est-à-dire que la première fois que la personne sort de chez elle et qu'elle a le choix entre la voiture et le vélo, spontanément, facteur de facilité, elle prend la voiture. Puis une fois, elle se dit « Ah oui, c'est vrai, c'est bien quand même, je vais essayer », elle fait le vélo. Le lendemain, si elle ressort de chez elle, elle va reprendre la voiture. La force de l'habitude. On est bourré d'habitude. Et ça, on en a parlé au tout début aussi. C'est Lydie qui en a parlé en disant qu'en fait, le cerveau, enfin le vivant, est économe en énergie. Une habitude, c'est de l'énergie économisée. Je ne réfléchis pas, je ne brûle pas de sucre, c'est beaucoup plus simple. Donc évidemment, il faut un certain temps avant qu'une nouvelle habitude se crée et qu'on change d'habitude. Je propose un petit test pour visualiser la force des habitudes. Vous allez croiser les bras. Alors, désolé si vous avez des choses sur des stylos, Très bien. Alors, notez bien si vous avez le bras droit ou le bras gauche devant. Regardez-vous. Ça dépend des gens, en fait. Ouais. Vous avez bien remarqué, bras droit ou à gauche. Je propose, vous lâchez vos bras, secouez un peu, ça ne va pas faire de mal. Je pense que vous êtes immobile depuis trop longtemps. Vous allez croiser les bras en mettant l'autre bras devant. Alors, donc en général, à ce moment-là, il y a un petit sentiment de est-ce que j'ai bien mis les mains au bon endroit? D'ailleurs, c'est pas sûr. Et du coup, en général, hop, je glisse ma main dessus, je ne sais plus exactement. Dans mes épaules, c'est différent. Je ne sais pas si vous le sentez. La position dans les épaules n'est pas la même. Vous avez tout est un peu inconfortable. Bon, là, comme ça illustre très bien que vous avez tellement l'habitude toujours de faire dans le même sens que nécessairement, quand on fait dans l'autre sens, vous avez pris un tout petit peu plus de temps, vous avez réfléchi, vous êtes un peu inconfortable et puis vous n'êtes pas bien sûr de ce que vous faites. Normal. Si matin, midi et soir, pendant une semaine, je vous demande de faire ça, je pense qu'à la fin de la semaine, easy, vous me mettez le bras gauche devant ou le bras droit devant sans aucun problème. Donc, pour recréer cette habitude, en effet, il faut du temps et de la répétition. Il n'y a que ça. Votre corps est engrammé, votre cerveau est engrammé. Bref, il faut changer de route. Changer de route, ça me fait penser à une image que je trouve très efficace pour montrer la force des habitudes. Si vous avez l'habitude de prendre une autoroute et qu'à côté, il y a un joli champ en jachère, puis un jour, on vous dit
Ce chemin a beaucoup plus de sens, il est très sécuritaire, prends-le. Ah, je veux bien prendre le petit chemin en jachère, là, le marcher dans l'herbe, mais bon, je vais prendre les pieds dedans, donc j'y vais, c'est inconfortable, c'est pas très facile, je trace ma route, c'est pas simple la première fois. Si tous les jours je prends ce chemin, au bout d'un moment, le chemin est bien tassé, je connais par cœur les petites sinuosités du chemin, je suis très à l'aise sur ce nouveau chemin. Impeccable. Il se peut même que mon autoroute initiale commence à être enherbée. La magie du vivant qui reprendra sa route. Pour changer une habitude, il n'y a pas le choix. Répéter plein de fois et se donner le temps. Le temps que notre cerveau change d'autoroute neuronale. OK? Donc la force des habitudes, c'était nécessaire et il faut aussi, dans les projets de transformation, on a tendance à attendre que les choses changent tout de suite. On ne peut pas faire l'économie du fait que ça prend du temps. Ça prend du temps dans nos cerveaux à nous de changer. Et avec la meilleure volonté du monde, ça prend du temps. Le sujet suivant, vous l'avez évoqué tout à l'heure aussi, c'est la récompense. Le cerveau aussi, dans ses biais, il a un biais d'évitement des pertes. Le but du jeu, c'est de rester en intégrité. Il faut surtout que j'évite de perdre. Si jamais peut-être je perds, peut-être je gagne, mais je suis sûre de ne pas perdre, bon bref, je préfère la sécurité, surtout ne pas perdre. Alors que par contre, si je suis sûre de gagner un petit truc, bon, d'accord, je veux bien y aller. Donc il faut trouver un facteur de récompense avec un gain immédiat. Si le gain est lointain, il est trop incertain. Je ne vais pas être motivée. Ma motivation immédiate ne peut être que par un gain tout de suite, très proche. Le gain très proche, par exemple, pour les cyclistes, ce qu'on peut imaginer, c'est peut-être un gain économique, pas d'essence dépensée, peut-être un gain technique, pas d'entretien de vélo à faire parce que c'est le vélo de la ville. Je n'ai plus besoin de le garer dans mon garage et d'avoir un garage ou pas de garage et un vélo sous la pluie qui rouille. Bref, tous les éléments qui font qu'en fait, j'y gagne. Ah, si j'y gagne, je veux bien. Et prenez 2 voisins, un qui a un garage bien avec un espace pour son vélo, l'autre qui gare le vélo devant la maison et le vélo est un peu pourri. Lequel des 2 va prendre plus rapidement le vélo jaune? Celui qui a pas de garage et qui se dit que quand même c'est galère et qu'il a tout à y gagner à faire ça. L'autre, il va mettre beaucoup plus de temps à changer son habitude. La récompense, elle peut être aussi extrinsèque, ça peut être le fait de se dire: «C'est un acte citoyen, ces valeurs sont importantes, elles rayonnent chez moi, moi j'essaie d'être une mère de famille qui montre ces valeurs-là et ça me fait du bien d'aller dans cette direction». Donc le côté extrinsèque, ça marche aussi. Il y a ce que je gagne moi-même et il y a ce que je gagne vis-à-vis des autres. Donc dans une entreprise, dans un projet, c'est la même chose. Si les personnes n'ont aucun gain intrinsèque immédiat et que c'est uniquement des valeurs morales de la valeur de l'entreprise, les valeurs de l'entreprise, c'est trop lointain pour que ma motivation soit suffisante. Ça peut marcher, mais c'est un peu, vous n'aurez pas le même élan que si c'est des valeurs, évidemment internes, immédiates. Pour moi, c'est bon de faire ça. Le dernier point, c'est l'effet de groupe. Nous sommes des êtres sociaux, nous vivons en clan. Notre sécurité, c'est d'être en groupe. Donc si les autres font quelque chose, naturellement, je le fais aussi. Si je suis le premier à le faire, c'est pas évident. Alors d'ailleurs, au début, il n'a pas sorti un vélo. Il a fait une manifestation, il a sorti 150 vélos. Ils les a tous mis en libre service, il a fait une fête pour que directement il y ait un effet de groupe. Ça marche. C'est très bien qu'il y ait des emblématiques qui tirent l'étendard et qui disent que c'est par là qu'il faut aller, mais en pratique, on marchera surtout s'il y a un effet de groupe. Cet effet de groupe, il se sent aussi si on regarde la diffusion. J'ai noté les dates, je ne les ai pas retenues, mais les dates d'apparition. Ensuite, on a eu en 98, on a eu à Rennes, des vélos en libre service. En 2005 à Lyon. Et en 2007, là, c'est l'avalanche. Paris, Orléans, Montpellier, quoi d'autre comme ville? Besançon, Rouen. Bref, après ça, hop, c'est l'effet de groupe. Au début, c'est un peu dur. 98-2005, quand même gros écart. Et puis tout à coup, ça s'accélère. Toutes les villes se dotent de ça. C'est normal, je veux faire comme tout le monde. Moi aussi, j'aurais mes vélos en libre service. Quelle ville serais-je si je n'avais pas mes vélos en libre service? Bref, on voit bien ce phénomène-là et c'est super important parce que ce que ça veut dire, par exemple, à l'échelle d'une organisation, c'est que quand on veut entraîner sur un sujet délicat, il faut repérer les leaders informels, ceux qui discutent à la machine à café. Et qui à la machine à café, ils ont tendance à faire du bruit. Ils sont ou pas dans les organisations syndicales, mais ils ont un rôle un petit peu d'influence. Et bien ça, ces personnes-là, si vous les embarquez, vous embarquez tous ceux qui croient en eux, tous ceux qui se raccrochent par leur discours à eux. Donc du coup, c'est essentiel de savoir aussi apercevoir ces personnes-là. Ça va pour vous? Alors tout ce que je vous dis, je ne sors pas de mon chapeau. Ça sort de son chapeau à elle. Elle s'appelle le docteur Anne-Laure Nouvion. Elle se définit comme une scientifique hybride. Elle aussi, elle fait des ponts entre une discipline et une autre.
Elle, c'est entre la biologie et les neurosciences et les sciences comportementales en général. Elle est nantaise et elle a travaillé sur ce sujet des clés du changement. Et donc, elle a édité, il y a 7 clés, parce que la septième, c'est l'écologie personnelle. Je ne l'ai pas mise dans ce déroulé, mais on peut imaginer aussi que les personnes avaient cette notion de bien-être intérieur. Bref, jusqu'à présent, ce que j'essaie de vous dire, c'est que finalement, ces dimensions de changement qu'on doit prendre en compte dans les changements les transformations de nos nouveaux modèles font appel à des véritables circuits scientifiques de base, les circuits neuronaux. Concrètement, ça répond à ça. Et on n'y échappera pas. La biologie est plus forte que nous là-dessus. Alors, je vous propose une mini pause. J'ai beaucoup parlé, je vais vous laisser la parole pendant une petite minute ou 2. Vous allez tous parler en même temps, ça va être très cacophonique, mais c'est pas grave. Vous allez vous parler 2 par 2. Je vous demande juste de voir avec qui est-ce que vous arrivez à vous faire un petit binôme? Vous arrivez à vous mettre en binôme, peut-être si vous retournez, juste m'assurer que personne n'est tout seul. Ça ne va pas être un exercice difficile, je vous rassure, ça n'est pas difficile. Vous allez y arriver. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas d'interlocuteur ou qui ne veut pas jouer? Il n'y a pas d'obligation à jouer non plus. Hein. C'est bon? Frédéric est prêt à jouer? Oui, c'est mieux par 2. C'est mieux par 2, ouais, s'il vous plaît. C'est mieux 2 par 2 parce que sinon, j'ai peur que vous n'arriviez pas à avoir le temps de parler. Donc, c'est bon? Je vous propose la question suivante. Je vous laisse 1 minute. La première personne va pouvoir s'exprimer pendant 1 minute à la deuxième, qui, si possible, ne l'interrompt pas et l'écoute. C'est quand même plus agréable d'aller au bout de son idée. Parce que je vous ai parlé des sujets de transition écologique, on en parle depuis tout à l'heure. Là, je vous ai donné un exemple d'un sujet. Et j'aimerais que vous preniez juste le temps de vous exprimer pendant une petite minute sur comment vous vous sentez, vous, avec ce sujet de la transition écologique. Prenez le temps de cette mini-respiration pour exprimer à votre voisin comment vous vous sentez sur ce sujet de transition écologique. Quand ça fera à peu près 1 minute, je vous dirai, comme ça vous pourrez inverser. Puis parler que quand même celui qui a bien écouté, il a quand même droit à son temps de parole. Du coup, allez-y, je vous en prie, commencez comme vous voulez, puis dans une petite minute, vous faites signe. Je crois que vous étiez lancé, ça a réveillé un truc chez vous, je ne sais pas quoi, mais il semblerait que ce sujet vous anime, on dirait bien. Comment vous êtes senti en parlant? Comment vous êtes senti en parlant? Quelques prises de parole spontanées, là. Vu que je vous arrêtais plus, j'imagine que ça vous a fait un certain effet. J'ai vu plein de rires, plein de sourires. Oui? Soutenu? Ah, superbe. Pas seul, ouais. D'autres ressentis? Écouter. Magnifique. Interconnaissance. Excellent. En chemin. Complémentarité. Ça fait du bien d'en parler à quelqu'un dont on sait qu'il va être réceptif. Ah oui. Et dont on observe qu'il est réceptif. Très bien. Ok. Magnifique. Du coup, je ne suis pas très surprise que ça vous fasse du bien. D'une part, vous êtes un peu trié sur le volet pour que ça marche, mais quand bien même, ça aurait été désagréable, ce que vous avez expérimenté, c'est 2 choses importantes, c'est parler de comment vous vous sentez et de rentrer en relation. Ça, c'est 2 choses qui sont parmi les facteurs humains. Vous vous rappelez mon petit organigramme du début, là? On a regardé le changement, puis là, on est en train de passer sur émotion, relation à l'autre, d'autres éléments qui sont tout aussi importants. Sentir soutenu, sentir écouté, sentir en relation, en interconnaissance, en marche, etc. C'est essentiel, en fait, comme petit moment. Moi, sincèrement, votre énergie entre avant et après, c'est pas la même. C'est net. Donc, ces éléments-là, pour nous, c'est absolument central. Et je dis pour nous parce que je parle au nom de Lydie et de nos 3 associés, c'est essentiel pour nous de prendre du temps pour que ça ait sa place dans les organisations. Parce que vous êtes des êtres humains. D'accord, vous avez un rôle, une mission, une fonction, tout ce que vous voulez. Mais vous êtes avant tout des êtres humains. Et des êtres humains qui ont besoin de ça. Et sauf qu'en entreprise, on a beaucoup verrouillé, on rouvre les vannes petit à petit. Alors du coup, pour nous, la façon dont on rouvre les vannes en entreprise, c'est avec un gros cadre. C'est-à-dire qu'on ne fait pas ce genre d'exercice n'importe où, à la volée, comme ça, hop, on y va. Non, ça se travaille, ça se pose pour se mettre en confiance et pour que ça puisse justement faire du bien. Concrètement, que ça serve à quelque chose. Et tout à l'heure, Thibaut, je crois que c'est ça, disait le côté bouleversant des fresques du climat. Oui, sans blague. Un fresque du climat, on prend le constat dans la figure, on se rend compte qu'on est quand même bien petit, que peut-être on a une part de responsabilité, enfin bref, ça réveille plein de trucs. Et c'est des moments magnifiques où, si on laisse de la place à ça,
au lieu que les émotions soient enfouies, enterrées, hop, un petit coup de déni parce que quand même ça fait trop peur, ben, on arrive à se mettre en action. C'est bien le but de l'émotion. L'émotion, son message principal, c'est bouge, mets-toi en action, mets-toi en mouvement, émovéré, bouge, avance. C'est pas fait pour être rentré dans un état un petit peu léthargique, un état sentimental ou autre. Non, c'est un mouvement, un message chimique de mise en action. Donc, si on sait faire de la place, la juste place, ni trop ni trop peu, à ça, on permet la mise en action. On soutient la mise en action, on soutient l'interrelation. Donc ça, c'est extrêmement puissant. Et, pardon, je fais juste une petite pause, pour, je ne sais plus ce qu'il y avait juste après, mais peut-être à cet instant-là, vous vous dites, ah, ça y est, on est tombé dans un groupe de quoi, un peu ésotérique, un petit peu, allez, on va se faire du bien, on va se parler. Hein, on va rentrer dans du développement personnel, voilà, simplement. Et là, tout de suite, hop, le discrédit tombe. C'est dommage, juste avant ça, on était sur les sciences. Hein. Pourquoi est-ce qu'elle parle de développement personnel? Bon, je suis profondément scientifique, ma casquette de médecin ne me quitte pas. Et moi, je crois aux choses qui sont prouvées. C'est très gênant hein, quand on commence à s'approcher des sujets relationnels, tout ça, parce que là, on se dit, est-ce qu'il y a des preuves? Ouais, il y en a. Si je vous disais que pendant mes études, j'avais découvert un truc qui était génial, il y a des méthodes, appelons ça comme ça, des dispositifs, qui permettent de diminuer la consommation de substances psychoactives. Je parle de la même entité. Hein. Diminuer les comportements violents, diminuer les comportements sexuels à risque, diminuer les problèmes de santé mentale, augmenter l'insertion et la réussite professionnelle. Ça s'appelle les compétences psychosociales. Gros nom, hein. Franchement, c'est pas très sexy, c'est pas très beau, mais là, je vous ai mis en couverture le document de Santé publique France, donc quand même instance française sur la santé publique, et le label Organisation mondiale de la santé, parce que tout ça, c'est très reconnu. C'est un ensemble de 10 compétences, un peu plus en gros, compétences cognitives, émotionnelles et relationnelles, qui lorsqu'elles sont travaillées, ça a été prouvé en termes de chiffres chez des enfants de l'âge élémentaire, permettent de montrer tout ce que je vous ai montré avant, entre 5 et 20% selon, ou même 40% dans certains dispositifs, parce qu'il y a plein de formulations, plein de déclinaisons qui existent. Quand c'est travaillé, ça fait s'effondrer ou baisser fortement tous ces éléments si impactants de nos vies. Donc en termes de bien-être profond et de bien-être de santé globale, c'est prouvé que se parler, savoir mettre des limites, savoir relationner, savoir s'exprimer, savoir prendre des décisions, ça permet plein de choses en termes de santé. C'est la même chose pour les adultes que nous sommes, en fait. On l'a fait chez les enfants, parce qu'ils sont en pleine élaboration, mais nous-mêmes, adultes, avons aussi besoin de travailler ce qu'ils appellent les life skills, les compétences psychosociales, tout autant. Et donc, c'est dans ce cadre-là que émotion, relation à l'autre, et un troisième petit, je vais vous faire deviner tout de suite après, c'est pour ça que nous, on appuie nos interventions beaucoup sur ces sujets-là. C'est quoi le troisième, là, le « et », point de suspension? Si vous avez la mémoire du diagramme du début, il manque un mot qui a causé le problème, par exemple, de Katrina. Coopération, bravo. Et oui, la coopération. Troisième sujet, et qui en effet fait ce travail aussi dans les compétences psychosociales, et qui permet de se dire que, bah oui, quand on a tous les deux un tas de foin qu'on aimerait manger, soit on tire comme des bourrins en espérant que le plus fort gagne, ça ne marche pas très bien, ça épuise, et en général, ça rend malheureux. Soit on se pose, on discute, ça prend un peu de temps. Ne nous mentons pas, la coopération, ça prend un peu de temps. C'est pas immédiat. En revanche, ça produit du gagnant-gagnant. Bon, c'est très simplifié, hein, c'est très... Mais bon, vous l'avez expérimenté, ça change tout. Ça change plein de choses. Je vais quand même regarder l'heure parce que je parle, mais ça va. Je vous ai présenté schématiquement deux grandes parties. La question de la dynamique de changement et la question des éléments complémentaires du facteur humain qu'on utilise dans nos interventions. Et j'avais envie de vous l'illustrer par une intervention qu'on a faite, parce que rien de tel que de vous montrer comment concrètement on s'y prend après ça pour mettre ça dans nos interventions. Alors, dans nos accompagnements, on a eu la chance d'être associé à le pôle EMC2, qui est le pôle européen des technologies de fabrication, un pôle de compétitivité industrielle, qui développait un parcours d'éco-conception avec Sapiologie, un organisme qui fait de l'analyse de cycle de vie. Et ils sont venus nous chercher pour qu'on apporte la touche intelligence émotionnelle, alias compétences psychosociales, alias facteur humain, ce que vous voulez, pour que ce magnifique programme
qui permettait de concevoir une feuille de route d'éco-conception conçue par des experts, enfin avec l'appui d'experts, arrive à trouver sa transformation réelle derrière. Toujours éviter ce fameux effet pchit. Vous voyez le truc? Alors, qu'est-ce qu'on a fait nous dedans? La première intervention qu'on a faite, au tout début, on l'a faite en partenariat. Alors, juste pour revenir sur ça, la question du facteur humain et de la coopération, de tout ce que je vous ai cité, entre nous, ça prend tout à fait corps. Le travail de coopération, le travail d'interconnaissance, le travail de mise à jour des émotions, comment je vis les interventions que je fais avec vous, etc. Entre nous, déjà, ça se travaille. Ensuite, quand on est avec le client, ça se travaille sous la forme du fait que la première étape qu'on a eue était une étape de cadrage et de sensibilisation aux enjeux environnementaux. J'ai rajouté le petit picto, là, un peu émotion, comme on disait pour la fresque du climat. On a travaillé ça avec un cadre particulier d'accueil de ce qui s'y vit, en se disant toujours la même chose. Pas question qu'ils en sortent en se disant « Non, non, mais ça va, on va juste aller technosolutionniste, on va trouver une petite solution à tout ça et tout va bien. » Non, ce qu'on veut, c'est essayer de faire que ça soit congruent à l'intérieur des gens, que ça touche leurs valeurs et que ça les mette en mouvement pour les bonnes raisons. Donc, on prend du temps pour ça. Deuxième étape, on a fait, là, pour le coup, en solo, une intervention sur la dynamique du changement. Très expérimentale. Je vous ai montré, là, tout à l'heure, un truc sur les bras, un truc de se parler, etc. Mais on a fait aussi d'autres trucs. Je regrette qu'on n'ait pas pu le faire aujourd'hui. Sur la coopération, on en a un qui fait toujours beaucoup d'effets, mais c'était trop compliqué de vous le mettre en place ici. Ça fait du bruit, ouais. Ça dure 10 minutes, mais vous comprenez tout à la coopération en une fois. Vous le vivez. Il faudra venir à une intervention, un de ces quatre. Vous verrez ça. Et entre autres, on leur fait faire des expériences et on leur fait aussi se regarder à l'issue de ce qu'ils comprennent de leur mode de fonctionnement. On leur fait s'interroger, se poser des questions. Où est-ce qu'on en est? C'est quoi nos signaux d'alerte? C'est quoi les endroits où on se dit, ça, si on ne le traite pas, ça ne va pas marcher. Ça, aujourd'hui, ça ne marche pas dans telle équipe. Bref, regardons-nous. Un autodiagnostic. Moi, j'aime bien quand je peux mettre le mot diagnostic. Ça me rappelle mon métier d'avant. Sur la partie des résultats d'ACV, quand une entreprise reçoit, c'est un petit peu, sa notation, en quelque sorte, ça fait un peu mal. C'est pas forcément ce qu'on attendait, on n'imagine pas ce qu'on fait. C'est très multifactoriel et c'est plombant. Alors, on a accompagné sa biologie sur la réception de ce moment-là. Essayer de faire qu'il soit vécu différemment. C'est peu de choses, mais ça change tout. Et c'est pas nous qui le disons, c'est eux, Sapiologie. Ils disent, quand vous êtes là et que vous n'êtes pas là, ça change tout. Alors, ils pourraient le faire à notre place, hein, c'est pas une question de nous-mêmes, mais c'est que ce facteur-là, le fait de prendre soin de la manière dont les informations sont reçues et de placer un cadre qui permette qu'elles soient vécues, bah, ça change tout. Après ça, parce que le but du jeu, c'est quand même de construire cette fameuse feuille de route, on les a mis en réflexion sur, très bien, mais comment allez-vous nous garantir que les clés du changement qu'on a énumérées, vous n'allez pas vous les trouver verrouillées au moment de mettre la feuille de route en action? À quoi vous devez être vigilant? Comment vous allez éviter? Comment vous allez éviter le sujet du collectif? Comment vous allez prendre soin de la question du temps et de la répétition? Comment est-ce que dans votre feuille de route, ça prend sa place? Essentiel. Peut-être ça roule tout seul, mais peut-être pas. Dans cet accompagnement-là, on a un sujet aussi sur les parties prenantes. Et vous le voyez, le sujet de la coopération, on l'a en interne, mais on l'a aussi en externe. Alors là, on le retravaille avec le pôle MC2 pour essayer de voir avec eux, ok, très bien, comment est-ce qu'on articule votre organisation qui va travailler main dans la main avec ces parties prenantes extérieures. C'est intéressant, c'est toujours différent. Clients, fournisseurs, ça dépend des entreprises, c'est toujours assez varié. Et puis au final, ça aboutit à cette feuille de route éco-conception, mais qui intègre les éléments de dynamique du changement. Donc voilà comment est-ce qu'on articule tout ça à l'intérieur d'un parcours finalement qui aurait pu se faire sans nous, mais on apporte juste une petite touche, un petit vernis qui se dit « Tiens, mais c'est des humains finalement tout ça, non ?» Voilà, j'ai à peu près terminé ce que j'avais à vous dire. J'ai posé une question un peu comme ça, mais ma question, qu'on la pose ou pas, c'est j'espère que ça a réveillé chez vous un tout petit peu le fait de se dire « Tiens, est-ce que chez nous, tout est au vert? Est-ce que si on faisait nos autodiagnostics, est-ce qu'on est bon partout? Est-ce qu'on est bien partout? Est-ce qu'on se sent bien partout? Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Qu'est-ce qu'on pourrait initier ou changer ?» Voilà, c'était un peu l'envie de cultiver votre curiosité à ce sujet. J'ai pas l'heure en tête. Magnifique. Du coup, on a du temps pour échanger un peu si vous avez des questions, des commentaires, des rebonds, tout ce qui vous vient. Merci.
pour terminer, je vais juste rebondir sur le dernier morceau, déverrouiller les clés. Ça pourrait être intéressant de voir dans quelle mesure on peut, parce que là, effectivement, dans l'exercice, on est plutôt entre parties prenantes, pro-convaincus du sujet, intrinsèquement intéressés, voire volontaires, voire prêts à faire du leadership pour bouger les choses. Ça peut être intéressant de voir comment on déverrouille des clés avec des gens qui sont plutôt, à contrario, pas du tout dans cet écosystème-là. Je pense que c'est ça qui pourrait être intéressant aussi, de voir comment c'est facile entre nous, ça l'est plus en dehors de notre sphère à nous, sur des gens qui ont d'autres problématiques, d'autres attentes, d'autres contraintes et d'autres intérêts. Et donc, quelles sont ces clés pour déverrouiller des mindsets qui sont complètement antinomiques aux nôtres, en l'occurrence? Je dirais que les clés, c'est toujours les mêmes. Celles que j'ai appelées les clés, là, c'est les clés d'Anne-Laure Nouvion, les 7 qu'on a énumérées, 6 plus 1. Les clés, c'est toujours les mêmes. La manière de s'y prendre va changer. Et je vais vous faire un parallèle avec mon ancien métier. Avant, j'étais spécialisée en vaccination. En vaccination, il y a un truc, dans la spécialité de vaccination, c'est qu'il y a les anti-vax. Vous savez, ceux qui sont anti. Peut-être il y en a ici, et bienvenue à vous, il n'y a aucun problème pour ça. Et en fait, ce qui était marrant, c'est que j'avais appris pendant mes études un truc qui est hyper vrai. Les anti sont très peu nombreux, très forts, font beaucoup de bruit. En fait, c'est ceux qu'il faut laisser tomber. C'est pas grave. Il y a 98% des autres gens à discuter. Et en fait, il y a tous les gens qui se posent des questions au milieu. Et les gens qui se posent des questions, souvent, ils ont juste besoin d'échanger. Et la première chose à faire, c'est déjà de les écouter. Écouter leurs questions, leurs doutes, peut-être leurs freins, leurs peurs, etc. Ça, finalement, maintenant que je le relis, ça s'appelle la deuxième clé, la clé de sécurité. J'ai besoin d'exprimer mes peurs. Qu'est-ce qui fait que ce que tu me racontes, a priori, ou ce projet que tu me donnes, a priori, me fait peur? Ton intervention même, le fait que tu sois là, ça me fait peur. Eh bien, parlons-en. Et si on commence à parler comme ça, donc à part les anti-anti qui sont totalement arc-boutés, on ne les aura jamais, 2%, mais tous les autres, ils ont des choses à exprimer et la première chose à faire, c'est leur laisser de la place. Et après, on peut construire avec ça. Pour appuyer ce que dit Nathalie, je ne suis pas une experte de ça, mais c'est vrai que je ne sais plus quel est le chiffre qui a été donné par certains. C'est vraiment le fait que pour initier un mouvement, il n'y a pas besoin de 100% de convaincus, même pas de 50%. C'est vraiment une minorité d'une 8-10% qui peut enclencher une vague, initier un mouvement, etc. Donc je pense que ça, c'est important. Et moi, ce qui me paraît important aussi pour le vivre parfois de l'intérieur, c'est que les gens qui soient les plus animés, effectivement, puissent être des ambassadeurs, en fait, ringardiser des comportements qui sont peut-être plus les bons aujourd'hui, en montrant et en étant témoin que des comportements plus vertueux, on y trouve du sens, ça nous rend heureux, ça nous met en mouvement, et ça, je pense que, j'y crois de plus en plus. Effectivement, on a souvent eu tendance à considérer que les gens réfractaires, c'est ceux qu'il fallait convaincre en premier, et puis finalement, on se rend compte que c'est peut-être pas la bonne clé, et effectivement, c'est appuyer là où il y a déjà un début de sensibilité, puis montrer surtout que ces personnes-là, ça a du sens et comment dire, et puis que ça les embarque, que ça les rend heureux et que ça transforme vraiment pour de bon. Donc, je pense que ça, c'est vraiment, c'est plus un témoignage qu'une réponse à votre question, mais en tous les cas, je pense que nous, c'est le constat qu'on en fait en tous les cas. Et puis effectivement, ne pas chercher la majorité ou l'unanimité, mais chercher effectivement ce socle ce petit groupe qui va être suffisamment convaincu pour embarquer les autres, quoi. Je veux bien dire un mot là-dessus. Il paraît que c'est la racine carrée. Tu as un groupe de 9 dans une réunion, par exemple. Dès lors que tu vas voir plus de la racine carrée de 9, du coup, 3 personnes, ça va être suffisant pour créer un impact et créer une trajectoire différente. Donc le calcul, puisqu'on est sur le côté scientifique, il me paraît que c'est ça, la racine carrée. Les maths, ça fait... Et ça fait appel à ma casquette de scientifique, ouais, aussi. Mais je crois, on en discutait tout à l'heure, et je pense que oui, le leadership, de créer ce mouvement, d'essayer d'être, voilà, de rassembler plutôt que diviser, d'aller dans cette dynamique de coopération. Je pense que ça fait toute la différence aussi, et de prendre en cœur le facteur humain. C'est vrai, j'ai la casquette de scientifique, d'écologue, de militante, etc., que j'avais peut-être au début de ma carrière, etc. Et au fil du temps, je vois que c'est pas forcément celle-là que j'utilise le plus. Et c'est vraiment le cheminement vers l'humain, parce que l'humain, en fait, c'est lui qui va déterminer tout. Et dans les projets que j'ai menés,
Et je vois bien que ce facteur-là, il est pas assez pris en compte des fois du point de vue scientifique. Et je pense que c'est ça qui fait la différence de beaucoup de projets qui fonctionnent ou qui ne fonctionnent pas. Et je pense de plus en plus que voilà, ce type d'intervention au niveau de différentes organisations pourrait aussi faire la bascule. Et je pense que pourquoi il n'y a pas beaucoup de questions, parce qu'il y a beaucoup de points d'interrogation dans nos têtes, pour beaucoup en fait. Et voilà. Je pense du coup que sensibiliser au cerveau humain aussi, ça peut être un bon moyen parce que quand on a conscience qu'on fonctionne comme ça et qu'on a des biais, peut-être que ça peut aider à voir les choses autrement. Ouais, je vous rejoins et on s'appuie en effet dans les interventions qu'on fait vraiment sur ces notions scientifiques pour ça aussi. Je rigolais tout à l'heure en parlant du développement personnel, mais ça fait partie des éléments où très rapidement on sent ah oui, mais alors ça, est-ce que c'est le courant machin ou le courant truc? Ça, c'est beaucoup plus indiscutable. Voilà, ça permet de se délester de ce jugement-là. Merci. Merci pour votre attention.